Bonjour et bienvenue sur Dragovich TV, et selon vous, quelle est l'entité fictive qui représente au mieux la peur ou l'angoisse dans un espace clos? Genre vous êtes enfermé dans un bâtiment, un vaisseau spatial ou un siège social de Pôle emploi, avec le monstre qui vous fait le plus flipper, lequel ce serait? Répondez en section commentaires si vous le souhaitez, si vous me sortez Epstein, ça ne compte pas, je parle bien d'entités fictives. En tout cas pour moi, c'est bien le xénomorphe, la créature culte de la saga Alien. En effet, cette créature me fascine, elle exprime à elle toute seule les éléments intrigants et surréalistes qui font que je suis personnellement attiré par l'univers de la science-fiction et de l'horreur. Et quels sont ces éléments, quels sont les curseurs poussés au maximum de leur capacité qui font que cette bestiole, dans son comportement et son esthétique, renvoie au cauchemar organique parfait, au parfait organisme, j'espère que vous avez compris la ref, c'est parti. Pour qu'un spécimen fasse peur, un des outils principaux et quasi incontournables, c'est son esthétique physique. Ridley Scott, le réalisateur du tout premier Alien, voulait que sa créature ait un aspect qui claque, qui sort de l'ordinaire pour l'époque. Et c'est en feuilletant le livre Necronomicon de l'artiste Hans Rudi Giger, conseillé par Renat Chaussette, un des scénaristes majeurs du premier film, qu'il va découvrir une nouvelle dimension. Si vous ne connaissez pas ce bon vieux Rudy et que vous trouvez que les paysages de la vie réelle c'est trop ennuyant, je vous conseille largement de vous plonger dans l'univers de cet artiste suisse complètement barré, sûrement un de mes artistes favoris, dont la majeure partie des travaux ont été réalisés à l'aérographe dans un style qu'il qualifiera lui-même de biomécanique, mélangeant la chair et le métal, avec un accent de warporn et d'érotisme malsain. Giger, c'est des visuels qui marquent, c'est une fenêtre ouverte vers une dimension parallèle, une dimension grise mais pourtant éblouissante, un portail vers l'imaginaire le plus délicieusement perturbant. Et c'est en contemplant les images que Scott tombera sur le Necronome 4. Je me demande ce qui s'est passé dans la tête de Scott au moment où il a vu pour la première fois cette toile, mais ça a dû être quelque chose dans le genre «je veux ça». S'ensuit alors une collaboration avec H.R. Giger pour le design de la créature, mais aussi pour d'autres éléments du film, comme le fameux Space Jockey. Et ça se voit que l'artiste suisse s'est largement exprimé dans les courbes de cette créature, un aspect humanoïde mais qui pourtant ne ressemble absolument pas à un humain, avec ce qui semble être comme des gaines qui traversent sa peau et des tuyaux organiques qui jonchent son crâne à la forme volontairement phallique, avec dans le dos des membres me faisant penser légèrement à des cheminées tout droit sorties d'une usine à cauchemars, le tout dans un épiderme noirâtre et humide, le xénomorphe, le tout premier alien, transpire d'originalité à bien des égards, du moins pour l'époque. C'est le genre de bestiole dont vous n'aimeriez pas rêver la nuit. Un aspect important de son corps et qui participe selon moi à le rendre terrifiant et terriblement vivant, c'est son aspect d'humidité constante, en plus de baver des litres de liquide dégueulasse, ce qui le rend, je trouve, très vivant et perturbant. C'est un sentiment difficile à expliquer. Mais encore un autre élément perturbant et pas des moindres, la créature n'a pas d'yeux. Donc on ne sait jamais où elle regarde, si elle nous a vus, comment elle se repère dans l'espace, on ne sait rien. Et l'inconnu est la meilleure source de frissons. C'était d'ailleurs son papa Giger qui avait insisté pour ne pas lui fournir d'œil, justement pour les raisons que je viens d'avancer. On peut dire que ce mec était un sacré visionnaire des ténèbres. D'ailleurs, en parlant d'inconnu, dans les premiers films, on ne connaît pas l'origine de son espèce, notamment de la reine alien qui pond les œufs, alimentant un mystère cosmique des plus Lovecraftiens, des plus angoissants. Bon, maintenant on a l'aspect physique de la créature, un design qui marque les esprits et matérialise les cauchemars de la menace cosmique. C'est cool. Mais comment faire évoluer la créature dans l'environnement en vue de capitaliser sur son aspect dérangeant? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le tournage du tout premier film était caractérisé par le manque de pognon. Alors le film n'était pas fauché et était servi par de bonnes idées de conception pour pallier au manque de moyens, mais en tout cas on ne pouvait pas se permettre de trop montrer le xénomorphe. Sinon, on aurait vite vu que c'était un gars dans un costume qui n'avait vraiment pas l'air confortable. Mais durant la majorité du métrage, on voit très peu la créature, seulement 4 minutes sur 1h57 de film. C'est pas beaucoup. Et quand on le voit, c'est dans une sorte de pénombre légèrement éclairée, mais la source de lumière ne va jamais directement en direction de la bestiole. Donc on observe, on essaye de comprendre avec les brides d'images que l'on a,
mais on ne peut jamais vraiment l'observer totalement. Alors évidemment avec les suites, même si dans la plupart des cas la part d'ombre était respectée, on le voyait néanmoins beaucoup mieux, et à force des années on le connaît sous toutes les coutures, le Gugus. Mais le fait qu'il n'ait jamais été réellement éclairé directement par la lumière du soleil continuait à servir le mythe. Sauf quand Alien Covenant est venu avec ses idées dégueulasses et qu'il a foutu le xénomorphe en plein jour, et la série Alien Earth l'a fait également. Ça c'était une mauvaise idée ça. Alors je parle beaucoup du premier film, car je l'aime beaucoup, mais le deuxième Aliens n'est pas en reste. Il y a des moments où les bestioles sont réellement bien planquées, que ce soit sous un voile obscur ou bien littéralement se fondant dans le décor. Et surtout, malgré son absence de scènes permettant une visualisation exhaustive, on sent sa présence pesante. On sent qu'il est là, quelque part, à nous observer sans ses yeux, et à attendre le moment propice pour nous sauter dessus. À mon premier visionnage d'Alien, je croyais vraiment que dans cette scène, où on voit Ellen Ripley fuir à travers un couloir de vaisseau spatial, le xénomorphe allait la rattraper ou sortir du plafond pour lui sauter dessus et lui donner l'occasion d'utiliser son lance-flamme. Mais en fait non, et résultat, j'ai subi le screamer avec la main qui sort dans le vaisseau de secours lors du 4e acte. Et l'aspect viscéral du monstre ne se fait pas ressentir uniquement sur son mode de chasse, mais aussi sur les étapes de sa reproduction. Tout commence avec un œuf au fin fond d'un vaisseau spatial bien sombre et bien glauque, avec des ouvertures en forme d'orifices organiques. Cet œuf est vraiment pas accueillant, avec le liquide cosmique loin d'être appétissant qui le recouvre. Mais ça n'empêche pas certaines personnes intrépides de se pencher au-dessus, en dépit des réflexes instinctifs les plus basiques, pour ensuite se faire agripper le visage par un facehugger, petite bestiole toute mimi, qui va pondre un œuf dans le ventre de sa victime, puis se détacher de son hôte au bout d'un certain temps. On peut donc dire que l'alien est ovipare, avec une larve capable de rester en stase dans son œuf avant de s'éjecter de celui-ci. Intéressant, non? On avance, et si le scénario est bien fait, ça prend quand même un petit peu de temps, pas comme dans Alien Covenant encore. Le bébé se met à grandir, et à un moment, boum, naissance forcée, le chestbuster, la forme bébé trop cute du xénomorphe, explose la cage thoracique de sa victime, pour enfin s'enfuir dans les coins les plus sombres de l'espace environnant. Ce cycle de reproduction, ou de création, je sais pas comment dire, est perturbant. Déjà parce qu'il est sacrément gore, mais bon, ça c'est la base, mais c'est surtout car il est calqué sur un concept que je vais éviter de mentionner dans son terme générique pour éviter de me faire strike par YouTube, la pénétration non consentie. Et pourquoi c'est si facilement horrible? Parce que c'est un destin pire que la mort, la fécondation forcée par un parasite qui grandit en se mêlant à votre ADN pour enfin vous exploser les entrailles dès la naissance. C'est le genre de scénario qui provoque un maux de ventre chez les personnes sensibles tellement c'est à la fois cru et vicieux. Mais est-ce que vous en voulez encore plus? Eh bien sachez que dans le film Alien vs Predator Requiem, il y a un prédalien, c'est-à-dire un xénomorphe ayant été pondu dans un prédator. Puis mélange d'ADN entre deux icônes de la science-fiction, boum, ça fait pas des chocs à pic, mais bien un monstre dégueulasse et très stylé à la fois, mais toujours pas une gueule de porte-bonheur. Alors pour se reproduire, cette créature ne pond pas d'œufs, non non non. Lui, il va dans un hôpital pour faire un gros bisou baveux à des femmes enceintes, pour ensuite leur pondre dans l'utérus, comme ça le parasite bouffe le fœtus, ce qui favorise sa croissance. C'est tellement génial! Sérieusement, quand tout est à ce point aussi horrible, c'est malsain, mais ça marque. Et je pense que pour ce critère-là, il valait mieux ne pas regarder un film de la saga Alien lors de son enfance. Ça doit être le genre de cauchemar marqué au fer chaud dans l'hippocampe et le néocortex. Incroyable. Voilà pourquoi selon moi le xénomorphe dans sa forme la plus pure est la créature la plus effrayante du cinéma. Tout dans cette entité est fait pour repousser, pour être craint et pour fasciner les scientifiques les plus fous. Un vrai cauchemar mouvant, un parfait organisme. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires un critère qui, selon vous, rajoute au cachet épouvante de la bestiole. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à la putain de prochaine.